Le 11 novembre 2012, sous le soleil implacable d'Ambergris Caye au Belize, un homme a été découvert allongé dans une mare de sang et une balle logée dans sa nuque. La victime était un expatrié américain sans histoire qui s'appelait Gregory Fall. À peine le corps refroidi, la police locale a pu identifier un suspect et à leur grande surprise, c'était bien John McAfee, le millionnaire qui a inventé l'antivirus présent sur la moitié des ordinateurs de la planète. Mais quand les forces d'intervention lourdement armées ont enfoncé sa porte, la villa était complètement vide. Le génie s'était mystérieusement évaporé dans la jungle, marquant le début d'une traque internationale qui fera passer les meilleures agences gouvernementales pour des purs amateurs. Pourquoi et comment un pionnier de la Silicon Valley, autrefois célébré comme un héros de l'ère numérique, a-t-il fini par s'enterrer vivant dans le sable pour échapper à la police, humiliant 3 gouvernements simultanément? Quelles vérités explosives John McAfee protégeait-il au prix de sa propre liberté? Et surtout, jusqu'où un homme est-il prêt à s'enfoncer dans les ténèbres pour prouver qu'il est au-dessus de toutes les lois? Entre paranoïa clinique et génie criminel, préparez-vous à plonger dans les méandres d'une vie où la réalité dépasse systématiquement la fiction. Des jungles du Belize aux prisons espagnoles, en passant par des yachts lourdement armés et des complots mondiaux, voici l'histoire de la chute d'un homme qui a codé le futur avant de devenir le bug informatique le plus redoutable de l'histoire moderne. Voici l'histoire de John McAfee, le pionnier devenu pirate. Pour comprendre la chute, il faut d'abord analyser l'ascension. Tout a commencé en 1987, à cette époque où l'informatique était une frontière vaste et sauvage. Les foyers s'équipaient des ordinateurs, mais personne ne comprenait vraiment comment ils fonctionnaient. C'est alors qu'un message est apparu sur des milliers d'écrans. « Welcome to the dungeon ». Il n'avait rien compris, mais le virus Brain venait de naître. À l'époque, John McAfee était un ingénieur brillant mais instable chez Lockheed. Il avait déjà un passé de marginal, un doctorat avorté à cause d'une liaison interdite avec une étudiante et des licenciements répétés pour consommation de substances illicites sur son lieu de travail. Mais John possédait une qualité rare. Il voyait les menaces avant tout le monde. Il comprit instantanément que le virus Brain n'est pas qu'une simple erreur informatique, mais c'est une arme psychologique. Dans son garage entre 2 cigarettes, il rédige 12 lignes de code. 12 lignes d'une simplicité désarmante, mais capable de scanner un système, d'identifier la signature du virus et de l'isoler complètement. Il baptise alors son programme VirusScan. Il ne le vendit pas dans des boîtes en carton dans les magasins, mais utilisa la méthode qui fera sa fortune, le shareware. Il donne le logiciel gratuitement aux particuliers, sachant que les entreprises terrifiées par la perte de leurs données finiront toutes par payer des licences par milliers. McAfee ne vend pas de code, il vend de la sécurité dans un monde qui se sent soudainement vulnérable. Son génie est autant marketing que technique. En 1989, il loue une caravane, la remplit d'ordinateurs et l'appelle son unité antivirus mobile. Il sillonne le pays, prédisant une apocalypse numérique imminente. Ses prédictions frôlent la paranoïa. Il annonce que le virus Michelangelo détruira des millions d'ordinateurs le 6 mars 1992. La presse s'empare de l'histoire. La panique est totale. Le jour J, seulement quelques milliers de machines sont touchées, mais pour McAfee, le coup est réussi. Son entreprise McAfee Associates explose. En 1990, il génère 5 millions de dollars de revenus par an, doublant les bénéfices tous les 6 mois. En 1992, il introduit la société en bourse et en une nuit, John McAfee devient l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Californie. Il possède des domaines, des flottes de voitures de luxe et un nom que tout le monde connaît. Pourtant, au sommet de sa gloire, John s'ennuie. Les réunions de conseil d'administration et les rapports trimestriels sont pour lui une nouvelle forme de prison. Il méprise les costumes-cravates qui gèrent désormais sa création. En 1994, dans un geste de pur défi, il vend toutes ses parts pour environ 100 millions de dollars. Il démissionne, abandonne son nom à l'empire qu'il a bâti et disparaît. Il a 48 ans, une fortune colossale et une haine viscérale pour l'autorité qui ne fait que commencer à germer. Pendant 15 ans, John McAfee s'est transformé en fantôme. Après avoir encaissé son chèque de 100 millions de dollars en 1994, il aurait pu devenir un philanthrope discret ou un investisseur de l'ombre. Au lieu de cela, il a entamé une lente déconstruction de son identité. Il a acheté 9 propriétés somptueuses à travers les États-Unis, des manoirs dans le Colorado, aux domaines à Hawaï, les remplissant d'objets d'art et d'avions légers qu'il pilotait lui-même, frôlant souvent la cime des arbres dans une quête désespérée d'adrénaline. Mais la richesse, pour un homme dont l'esprit fonctionne comme un processeur surcadencé, est une drogue à l'accoutumance rapide.
En 2008, le système financier mondial s'effondre. Pour la plupart, c'est une crise économique, mais pour McAfee, c'est une gifle personnelle. Ses investissements immobiliers et ses placements s'évaporent. Sa fortune, autrefois estimée à plus de 100 millions, chute à seulement 4 millions de dollars. Pour un homme ordinaire, c'est une fin de vie luxueuse, mais pour John, c'est une libération par le vide. Il liquide tout ce qui lui reste et prend une décision radicale, quitter les États-Unis. Il choisit le Belize. Pourquoi? Parce que c'est un pays de jungle dense, de lois flexibles et d'absence de traités d'extradition contraignants. En 2009, il s'installe sur l'île d'Ambergris Caye. Mais John ne vient pas pour prendre sa retraite sous les cocotiers. Il vient pour construire son propre royaume, une enclave où le code de la route et le code pénal n'auraient plus cours. Il investit dans Quorumx, une entreprise de recherche en microbiologie. Officiellement, il cherche un antibiotique naturel révolutionnaire à base de plantes de la jungle. Mais officieusement, il transforme son complexe en une forteresse. Il s'entoure d'une garde privée composée d'anciens condamnés et de membres de gangs locaux, armés jusqu'aux dents. Sa paranoïa, nourrie par des années de consommation de substances et un ego démesuré, commence à se matérialiser sous forme de murs de béton et de patrouilles nocturnes. Le savant fou du Belize devient une figure locale redoutée. Il distribue de l'argent aux villageois, finance la police locale pour s'assurer de leur loyauté, mais ses méthodes sont erratiques. Il soupçonne tout le monde de l'espionner. Le gouvernement, les cartels et surtout son voisin, Gregory Fall. Leurs disputes sont légendaires sur l'île. Fall ne supporte plus les chiens de garde de McAfee, une meute de 11 bêtes féroces qui aboient à la moindre brise et agressent les passants. Le 30 avril 2012, le fragile équilibre explose. Le GSU, une unité d'élite de la police du Belize, prend d'assaut la propriété de McAfee. Il le soupçonne de produire de la méthamphétamine et de détenir des armes illégales. Il tue l'un de ses chiens, menotte McAfee sous le soleil brûlant pendant 14 heures et saccage son laboratoire. Il ne trouve rien, à part quelques armes dont les permis sont techniquement expirés. Pour McAfee, c'est la preuve ultime de ce qu'il craignait. Le système est venu pour lui. Il ne voit pas cela comme une procédure policière, mais comme une déclaration de guerre. Il commence alors à tenir un journal de bord public, dénonçant la corruption du gouvernement du Belize. Mais le pire reste à venir. Quelques mois plus tard, ses chiens restants sont retrouvés empoisonnés. 2 jours plus tard, Gregory Fall est retrouvé mort. John sait que, coupable ou non, personne ne croira en son innocence. Au lieu de se rendre pour clarifier la situation, il choisit de devenir l'architecte de sa propre disparition. Le lion ne se laisse pas mettre en cage, il s'enfonce dans les ténèbres. Le 11 novembre 2012, alors que la police du Belize encercle sa propriété pour l'interroger sur le meurtre de Gregory Fall, John McAfee réalise sa première grande performance d'illusionniste. Il ne s'enfuit pas par une porte dérobée, mais s'enterre littéralement. Dans un geste de pure folie cinématographique, il s'allonge dans le sable derrière sa maison, recouvre son corps d'un carton et place une boîte de café vide sur sa tête pour pouvoir respirer. Il reste ainsi immobile pendant que les bottes des officiers foulent le sol à quelques centimètres de son visage. Une fois la nuit tombée et le périmètre desserré, l'homme qui valait autrefois 100 millions de dollars entame une cavale surréaliste. Mais McAfee n'est pas un fugitif ordinaire. Là où d'autres chercheraient l'obscurité, lui cherche les projecteurs. Il contacte le magazine Wired et commence à tenir un blog intitulé The Hinterland, où il décrit sa fuite en temps réel, narguant les autorités du Belize qui l'accusent de vouloir le torturer pour lui soutirer de l'argent. Pendant 3 semaines, il joue au chat et à la souris à travers la jungle et les petites villes côtières. Il utilise des déguisements grotesques. Il se teint les cheveux en noir avec du cirage, porte des prothèses dentaires pour modifier la forme de son visage et se fait passer pour un vendeur ambulant ou un touriste ivre. À chaque fois que la police pense l'avoir localisé dans une planque, il a déjà filé, laissant derrière lui des indices moqueurs. Le 14 novembre, il franchit la frontière du Guatemala. Il pense être en sécurité, mais sa vanité va causer sa perte. Il accepte que 2 journalistes de Vice Magazine l'accompagnent dans sa cachette. Le 3 décembre 2012, le magazine publie un article intitulé « Nous sommes avec John McAfee en ce moment ». L'erreur est monumentale. La photo qui illustre l'article contient des métadonnées EXIF, incluant les coordonnées GPS exactes de leur position dans un complexe hôtelier de luxe. En quelques heures, la police guatémaltèque l'arrête pour entrée illégale sur le territoire. Incarcéré dans un centre de détention, McAfee fait face à la perspective terrifiante d'être expulsé vers le Belize. Et c'est là qu'il déploie son talent d'acteur le plus dramatique. Alors que les agents s'apprêtent à le transférer vers l'aéroport, il s'effondre dans sa cellule, simulant 2 crises cardiaques consécutives.
Transporté d'urgence à l'hôpital, il gagne le temps nécessaire pour que ses avocats déposent une série de recours juridiques et le stratagème fonctionne au-delà de ses espérances. Le Guatemala, embarrassé par l'attention médiatique mondiale et ne voulant pas assumer la responsabilité d'un incident diplomatique, décide de ne pas l'envoyer au Belize, mais de l'expulser vers les États-Unis. Le 12 décembre 2012, John McAfee atterrit à Miami. Il est libre. Devant une meute de journalistes, il affiche un sourire de prédateur. Il vient de réaliser l'impossible. Transformer une enquête pour meurtre en un spectacle de télé-réalité globale, ridiculisant deux gouvernements au passage. Mais pour McAfee, le retour au pays n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère de paranoïa technologique. Il est désormais convaincu que le monde entier l'observe et il va donner à ses spectateurs exactement ce qu'ils attendent. Le retour de John McAfee aux États-Unis en décembre 2012 n'est pas celui d'un homme brisé cherchant la rédemption, mais celui d'une rockstar de la contre-culture. S'installant d'abord à Portland, puis dans le Tennessee, il réalise que son nom est devenu une marque associée à l'insoumission. Il se marie avec Janice Dyson, une ancienne prostituée qu'il avait rencontrée à Miami quelques heures seulement après son expulsion et qui restera à ses côtés jusqu'à la fin. Mais le calme ne sied pas à McAfee. Il a besoin d'un ennemi, d'un système à hacker, et il trouve sa nouvelle cible dans le monde de la finance décentralisée. À partir de 2016, John McAfee se transforme en évangéliste radical du Bitcoin. Pour lui, la crypto-monnaie n'est pas qu'un investissement, c'est l'arme ultime contre l'hégémonie esclavagiste des banques centrales et de l'IRS, le fisc américain. Il devient le gourou des réseaux sociaux, capable de faire s'envoler le cours d'une monnaie numérique avec un seul tweet. Son influence est telle qu'il commence à facturer ses recommandations plus de 100 000 $ l'unité. Il vit dans un état de siège permanent, entouré de gardes du corps armés de fusils d'assaut, clamant que la CIA tente de l'assassiner. En 2019, la tension avec les autorités fédérales atteint un point de rupture. L'IRS l'accuse d'évasion fiscale massive, affirmant qu'il n'a pas payé d'impôts depuis 8 ans malgré des revenus se comptant en millions. Plutôt que de répondre à la convocation, McAfee orchestre une nouvelle fuite spectaculaire. Il monte à bord de son yacht, le Freedom Boat, et prend la mer, transformant son navire en un centre de commandement mobile et lourdement armé. Pendant 18 mois, il joue une version maritime du chat et de la souris avec le FBI et l'Interpol. Il poste des photos de lui sur Twitter, un cocktail dans une main et un AK-47 dans l'autre, narguant ses poursuivants avec des messages comme « Je suis en mer, venez me chercher ». Il utilise des brouilleurs de signal sophistiqués et des VPN pour masquer sa position, tout en prétendant se trouver simultanément à Cuba, aux Bahamas ou en Europe de l'Est. Le yacht de McAfee devient une légende urbaine numérique. On raconte qu'il y cache des téraoctets de données compromettantes sur la corruption des gouvernements mondiaux, une assurance vie numérique qu'il menace de libérer s'il est arrêté. Il se présente même à l'élection présidentielle américaine depuis les eaux internationales, faisant campagne via des liaisons satellites cryptées. Mais le cercle se referme. Les ressources d'un homme seul, aussi brillant soit-il, ne peuvent éternellement contrer la puissance de calcul et de surveillance des agences d'État. En octobre 2020, alors qu'il tente de s'envoler pour la Turquie depuis l'aéroport de Barcelone, son passeport déclenche une alerte rouge. Le voyage du lion touche à sa fin. L'aéroport de Barcelone El Prat, avec son architecture de verre et d'acier, est l'un des carrefours les plus surveillés d'Europe. Le 3 octobre 2020, John McAfee s'apprête à embarquer pour Istanbul, une ville où il espère une nouvelle fois se perdre dans les replis de la géopolitique. Mais alors qu'il présente son passeport, le système informatique, ce monde de données qu'il a contribué à créer, se retourne contre lui. Une notice rouge d'Interpol clignote sur l'écran de l'agent de l'immigration. Le jeu s'arrête ici. McAfee est transféré à la prison de Brians 2, un complexe pénitentiaire de haute sécurité situé dans la périphérie de Barcelone. Pour la première fois depuis sa fuite du Belize 8 ans plus tôt, le lion est en cage. Mais même derrière les barreaux, John refuse de se taire. Depuis sa cellule, il continue d'alimenter son compte Twitter, envoyant des messages qui oscillent entre la philosophie libertaire et la paranoïa pure. « Je suis heureux ici », écrit-il. « J'ai des amis, la nourriture est bonne, tout va bien. Sachez que si je me pends à la manière d'Epstein, ce ne sera pas de ma faute. » Pendant 8 mois, ses avocats luttent contre la demande d'extradition des États-Unis. McAfee soutient que les accusations d'évasion fiscale sont motivées par des raisons politiques liées à ses critiques acerbes contre le système financier américain et sa tentative de candidature présidentielle.
Il se présente comme un prisonnier de conscience et un martyr de la liberté numérique. Mais le 23 juin 2021, la décision tombe implacable. La Cour nationale espagnole autorise son extradition vers les États-Unis. Pour John, c'est l'annonce d'une mort lente dans un système carcéral fédéral qu'il a passé sa vie à fuir. Quelques heures après l'annonce du verdict, lors d'une ronde de routine en début de soirée, les gardiens de Bryans 2 font une découverte macabre. John McAfee est retrouvé pendu dans sa cellule. Les services de secours tentent de le réanimer, mais le pionnier de l'antivirus est déclaré mort à 19h. Il avait 75 ans. La nouvelle provoque une onde de choc immédiate sur Internet. Les théories du complot, déjà alimentées par les propres messages de McAfee, explosent. Ses partisans pointent du doigt un tatouage qu'il s'était fait faire quelques mois plus tôt, une référence à sa conviction qu'il serait assassiné par l'État. Sa veuve Janice refuse de croire au suicide, affirmant que lors de leur dernier appel téléphonique, John était d'humeur combative et n'avait montré aucun signe de détresse. L'autopsie officielle pratiquée par les autorités espagnoles confirme pourtant la thèse du suicide par asphyxie. Aucun produit suspect n'est trouvé dans son système. Mais comme tout ce qui touche à la vie de McAfee, sa mort reste entourée d'une aura de mystère et de théâtralité. Son corps restera à la morgue de Barcelone pendant plus d'1 an, au cœur d'une bataille juridique pour une contre-expertise. John McAfee n'était pas seulement un programmeur ou un fugitif. Il était le miroir des angoisses de notre époque. Il a bâti un empire sur la peur des virus, avant de devenir lui-même le virus dans le système qu'il méprisait. Il a vécu selon une règle simple qu'il aimait répéter. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 1000 ans comme un agneau. En fin de compte, McAfee a peut-être exécuté son dernier hack. En choisissant sa propre fin quelques heures avant son transfert, il a privé le gouvernement américain de son procès et de sa condamnation. Il s'est échappé une dernière fois, laissant derrière lui un héritage de code, de chaos et de questions sans réponse. Le nom de McAfee restera gravé sur des millions d'écrans, mais l'homme derrière le logiciel, lui, est redevenu ce qu'il a toujours cherché à être. Une ombre insaisissable dans l'architecture du monde moderne. L'histoire de John McAfee nous rappelle que dans un monde où tout est tracé, numérisé et archivé, la liberté absolue a un prix que peu sont prêts à payer. Il est mort comme il a vécu, en défiant les agences, en manipulant les médias et en refusant de se soumettre à une autorité qu'il jugeait illégitime. Que l'on voit en lui un génie visionnaire ou un criminel paranoïaque, personne ne peut nier qu'il a réussi l'impossible. Transformer une vie de lignes de code en une légende de sang et de pixels.